Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis ravie, de vous retrouver à l'occasion du 5e meet-up de la Comète Green Tech là depuis janvier. Alors aujourd'hui avec Mélissa et Jérémy, on voulait vous parler d'un sujet qui est plutôt d'actualité, hein, celui des intelligences artificielles, mais cette fois-ci sous le prisme de leur impact social et environnemental. Donc pour éclairer un petit peu, ces enjeux, on a l'honneur d'accueillir, avec nous, Jérémy Pastouré, donc auteur, journaliste et conférencier qui est également un expert reconnu dans le domaine du numérique responsable. Donc Jérémy, je vais te laisser la main. Donc n'hésitez pas tout au long du meet-up, à nous parler sur le chat si jamais vous voulez réagir. Si vous avez des questions, il y a un onglet qui est prévu à cet effet et vous verrez aussi tout au long du meet-up, on va avoir quelques petits sondages, donc vous pourrez aussi, interagir avec nous comme ça. Jérémy, je te laisse la main pour ta présentation et je vous souhaite à toutes et à tous un très bon meet-up. Bonjour à tous, merci Marie-Hélène et Mélissa de m'avoir invité. Donc, je vous propose de commencer. J'espère que vous voyez bien l'écran et que vous m'entendez bien. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le marquer dans le chat. Donc, je m'appelle Jérémy Pastouré, je suis développeur de formation. J'ai pas mal travaillé sur différents outils, différents frameworks, notamment Falcon, pour lequel j'ai écrit un livre qui est assez costaud, qui est un framework qui permet d'avoir vraiment une bonne performance et une réduction d'impact sur des applications PHP qui peuvent être un peu lourdes comparé à d'autres frameworks si vous en connaissez. J'ai également écrit j'ai écrit différents articles pour le magazine Programmer, qui est un magazine pour les développeurs, sur le sujet de Falcon, sur l'éco-conception, sur des enjeux autour du numérique responsable. Et dernièrement, j'ai sorti un nouveau livre sur le numérique, sur l'impact du numérique et les clés pour agir, qui est disponible dans toutes les bonnes librairies et que vous pouvez aussi retrouver sur Internet. Voilà, vous avez la référence sur la présentation. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi aller sur notre site, Les Innovateurs. Les Innovateurs, c'est un média sur le numérique responsable. On écrit 2 articles par semaine à peu près. On a trois piliers sur cette partie du numérique responsable. On a la partie sobriété, sur comment réduire nos impacts à travers l'usage, en réduisant nos usages sur différentes plateformes web, sur éviter de renouveler nos appareils mobiles, par exemple. On a le pilier de l'éthique, sur la protection des données personnelles, par exemple, et sur l'usage des données qu'on peut avoir sur différentes plateformes, que ce soit médicales, que ce soit professionnel. Et on a le pilier sur l'accessibilité pour rendre le web le plus accessible possible à tous, et de même pour le numérique de manière générale. Donc, je vous propose d'aller directement sur le sujet de l'intelligence artificielle, mais de faire un bref récap sur qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle, de revenir sur le principe et sur comment on a démarré cette aventure de l'intelligence artificielle dans le monde du numérique. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a 3 niveaux d'intelligence artificielle. Il y a le premier niveau, c'est l'intelligence artificielle spécialisée, ANI en anglais, le N c'est pour Narrow. Ces intelligences artificielles, vous les côtoyez forcément. Vous avez par exemple Siri, où on l'a entraîné à identifier des mots clés, des skills, des compétences. Par exemple, de lancer la radio. Pour Alexa aussi, c'est la même chose. Lancer telle radio, donc elle a été entraînée pour retrouver ces mots-clés-là et déclencher des actions qui ont été développées par des équipes de développeurs. Donc elles sont vraiment spécialisées à faire des tâches bien définies. On a par exemple pour le GPS, en utilisant différents paramètres routiers, de calculer le meilleur itinéraire. De la même manière pour la musique, enfin voilà, c'est le premier niveau d'intelligence artificielle qu'on a eu l'occasion de tester et qui ont leurs limites que vous avez sans doute pu détecter. Le niveau qui est supérieur, c'est les intelligences artificielles générales, AGI. C'est un peu l'objectif actuel qui est visé par les grands groupes qui travaillent sur l'intelligence artificielle, un peu comme pour ChatGPT.
Là, l'idée, c'est de se rapprocher de l'intelligence humaine, où, on peut lui poser plein de questions et elle nous répond sur différents domaines. Donc c'est là où ChatGPT est assez impressionnant. La version 4, beaucoup d'experts disent qu'on s'en rapproche vraiment, assez rapidement. On n'y est pas encore parce que, l'IA ne sait pas encore, vraiment inventer de nouvelles choses ou interagir, enfin, comment dire? Avoir la même manière de penser qu'un humain. Par exemple, si vous avez un enfant et que vous lui donnez une balle ronde et qu'il y a un carré, enfin, faire passer une balle ronde dans un carré, l'enfant va essayer et puis il va comprendre que c'est pas possible, il va laisser de côté. Tandis que l'intelligence artificielle va pas s'arrêter de tester parce qu'on lui a demandé de faire passer cette balle dans un trou carré. Et voilà. Et il y a différents niveaux encore autour de cet aspect d'intelligence artificielle générale, proche du cerveau humain, qu'elle n'a pas encore atteint. Mais c'est le principal objectif, en tout cas actuellement, et qui demande une forte puissance de calcul pour l'atteindre, et des algorithmes, etc. Je ne vais pas passer aussi sur la partie comment fonctionne le réseau de neurones, etc. Et Jérémy, je me permets parce que du coup, on a une question là dans le chat de Ronan qui nous demande à quel moment finalement on différencie du code donc standard qui effectue des tâches et des actions et l'intelligence artificielle. En fait, on le voit en fonction de qu'est-ce que ça déclenche. Typiquement pour Alexa, Siri, c'est vraiment des trucs bien définis, où on voit bien que c'est quelque chose qui a été développé. Ils ont souvent aussi des mails qu'ils envoient quand il y a des nouveaux skills, des nouvelles compétences qui apparaissent. Donc là, c'est vraiment quelque chose où on a pris l'intelligence artificielle, on l'a entraîné à faire une nouvelle tâche, on la diffuse aussi au public concerné et on dit voilà, l'IA peut faire ça, et c'est vraiment sur la partie ANI. Tandis que sur une AGI, on serait vraiment sur des nouvelles tâches. On l'approche vraiment avec ChatGPT, où on peut lui donner par exemple tous les textes de loi pour calculer les impôts. Elle va tout analyser et nous dire voilà, vous allez payer tant d'impôts. Il y a vraiment cet aspect compréhension du texte. Et derrière, finalement, c'est des algorithmes de logique de compréhension. Mais voilà, c'est là qu'il y a un peu la différence. J'espère avoir répondu à votre question. En tout cas, s'il y en a d'autres, n'hésitez pas. Le niveau au-dessus, c'est la super intelligence artificielle. Donc là, c'est le niveau ultime. C'est une intelligence artificielle qui est encore plus performante que le cerveau humain. Il y a la présentation qui a switché. Ouais. Je sais pas si donc là, c'est plus de l'intelligence artificielle qu'on a pu retrouver dans des films. Enfin, c'est un peu l'objectif final de nous aider sur des enjeux médicaux, par exemple, trouver des remèdes, des vaccins à certaines maladies que nous, humains, on ne pourrait pas trouver comme solution, en tout cas rapidement. C'est voilà, le dernier niveau qui a été défini autour des intelligences artificielles. Après, il y en aura peut-être d'autres qui apparaîtront au fur et à mesure du temps. Actuellement, on parle pas mal d'intelligence artificielle parce qu'il y en a deux populaires qui sont apparus, qui sont très utilisés et dont on a entendu parler pas mal dans les médias, par exemple. On a ChatGPT, donc qui est une intelligence artificielle conversationnelle dont l'objectif est vraiment d'avoir une conversation vraiment proche d'une conversation humaine, où on peut lui poser des questions. On a vraiment un suivi, c'est-à-dire qu'il y a une mémoire qui est inscrite dans le chat qu'on a. Ça s'appelle des paramètres que l'intelligence artificielle peut gérer. Tout l'historique, en fait, est récupéré sur une conversation et on peut interagir vraiment sur cet historique-là. Avoir vraiment un fil de conversation directement avec l'intelligence artificielle. Malgré tout, il y a des aspects où elle n'a pas suffisamment de connaissances, où elle n'a pas vraiment de points de vérification. C'est-à-dire que l'entraînement de cette intelligence-là a eu des limites. On pouvait lui demander, il y a un moment, comment cuisiner les œufs de chat, et elle nous disait que c'était pas bon pour les consommer, voilà, qu'il y avait des problèmes. Tout ça pour dire que même si on lui donne beaucoup d'informations, elle peut faire des mauvaises associations. Donc ça, c'est un premier impact identifiable sur les résultats fournis par une intelligence artificielle et sur le fait que c'est pas forcément des bons résultats tout le temps.
même si elle s'améliore et que les versions qui sont succédées, les mises à jour qui ont été faites, maintenant, cette question-là, vous n'allez pas avoir la même réponse et vous allez avoir une meilleure réponse en disant que les autres chats n'existent pas. Ensuite, on a les intelligences artificielles génératives qu'on a vu avec Midjourney. Donc là, sur de la génération d'images, où l'idée, c'est qu'on tape une ligne décrivant l'image qu'on souhaite avoir, que ce soit une photo, un schéma, un dessin, etc. On l'envoie sur Discord. C'est par cette interface-là qu'on peut interagir avec cette intelligence artificielle-là, qui va prendre un petit peu de temps à la générer. On peut générer différentes variations, optimiser la résolution de l'image. Voilà, et c'est sur tout un flux de conversation. Par contre, là, à la différence de ChatGPT, on ne peut pas converser avec cette intelligence artificielle-là. Il faut vraiment préciser ce qu'on veut dans l'image, mais on ne va pas pouvoir échanger en posant des questions jusqu'à obtenir une image. Par exemple, là, sur cette photo qui a été réalisée, on ne peut pas lui dire « enlève le cintre », par exemple. Il faudrait remodifier la phrase en disant un t-shirt blanc sans le cintre, etc., etc. Donc j'en ai un petit peu parlé. La première question qu'il faut se poser quand on parle d'impact en termes de ressources, d'énergie, c'est au niveau de la création. C'est un petit peu la même problématique quand on parle de l'impact, par exemple, des voitures, où il y a un gros impact à la fabrication des voitures. Là, c'est à peu près la même chose sur les intelligences artificielles, même si on a l'impression que c'est moins grave parce que on crée l'intelligence artificielle à un moment donné et après cette intelligence artificielle est utilisée par la suite. Donc l'impact a été fait, on va dire, une fois, mais il y a toujours des mises à jour, on l'alimente toujours, donc voilà, ça continue d'avoir de l'impact. Donc une intelligence artificielle, pour qu'elle fonctionne, si on prend celle de ChatGPT, il faut lui fournir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Que ça soit du texte, des livres, des articles, même du sous-titrage de vidéos. Voilà, les chercheurs de OpenAI lui ont donné énormément d'informations. Et ensuite, ils lui ont posé des questions et ils ont affiné en fonction de ses réponses. Ils lui ont indiqué quelles étaient les bonnes réponses, les mauvaises réponses. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir une intelligence artificielle comme on a aujourd'hui, avec une grosse base de connaissances. Et ensuite, on l'affine, on lui fait comprendre qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Et voilà. Donc, la première question que j'ai à vous donner et qui sera aussi dans le sondage, c'est, à votre avis, quel est le volume de données qu'on a donné à ChatGPT 3.5? Donc, c'est la première version où tout le monde s'est mis à l'utiliser, enfin quasi tout le monde, au mois de novembre. Ce n'est pas la version 4, la dernière version, pour entraîner ChatGPT. Normalement, vous l'avez dans le sondage. Je vous laisse. Ouais, le sondage a été partagé. Du coup, là, on a quelques réponses. On a 4, on va attendre un petit peu. Donc, c'est en termes de mots. Après, je vous ferai un peu plus d'autres équivalents. Alors là, il y a une tendance de 67% qui donne la plus grande réponse, du coup. OK. Ouais. 65%. Pour l'instant, on a 20 votes et c'est plutôt 65% qui pensent ça. OK. Alors, je vais continuer. Donc, oui, c'était 300 milliards de mots. Donc, Oui. vraiment un gros large volume de données. Ça représente 45 téras de texte compressé. Alors, quand on dit 45 téras, ça ne nous parle peut-être pas trop. Mais de manière traditionnelle, dans nos ordinateurs, on est plus sur des disques durs de 2 téras qui valent 63 € et qui ont un peu cette forme-là sur les PC fixes, les tours. Sur ces 45 téras de données qu'ils ont récupérées sur Internet, qui ont eu vraiment différentes sources, vous pouvez même retrouver les fichiers sur Internet. Mais déjà, juste 45 téras, il faut imaginer que pour l'avoir sur son ordinateur, il faut avoir vraiment plein de disques durs sur sa machine pour pouvoir juste décompresser, enfin, même pas décompresser, juste avoir le fichier. Ensuite, sur ces 45 téras, ils ont supprimé tous les doublons de texte et de contenu, et ils ont obtenu 570 gigas.
Donc il y a encore des ordinateurs qui ont des petits disques durs et qui sont plus autour de 500 gigas qui ne peuvent même pas l'ouvrir. Et donc ça fait 300 milliards de mots. Je vous ai mis la source des informations de ces chiffres-là. Si vous voulez aller voir sur un article des innovateurs où on vous met ensuite les autres sources anglaises. Mais vous avez tout le détail dedans. Normalement, dans le chat, on a dû vous ajouter la source. Si ce n'est pas le cas, je vous le rajouterai après. Ensuite, la seconde question, c'est autour de l'impact. Donc, il faut vous imaginer tout ce volume de données-là, le faire entraîner par l'IA, donc c'est-à-dire lui poser des questions, et voilà, la complimenter quand elle donne des bonnes réponses, et la punir, c'est un peu les termes, quand il y a des erreurs, pour vraiment affiner son apprentissage. Et donc, quel est son impact en équivalent CO2? Donc normalement, il y a le nouveau sondage qui Alors, doit est-ce que apparaître. Mélissa, tu peux mettre le sondage comme ça, tout le monde pourra y répondre. Ah, ça y est, il vient d'apparaître. Donc, je vous propose de répondre donc, à l'impact équivalent CO2 de l'entraînement. Vous avez une petite idée. Donc là, on a une petite tendance sur le 500 kg équivalent CO2. Ok. À ex aequo avec 500 tonnes. Ok. C'est partagé entre les deux, on a du 40-40. Ok. On a combien de votes? On a 18 votes. Et là, Ok. il y a 500 kg qui viennent de passer au-dessus. Ah, ok. Bon, alors, je vais vous donner la réponse, sauf s'il y en a encore. Non, c'est bon. Non, là, ça a l'air de stagner. Un premier élément de réponse, juste pour se mettre un peu en tête. Donc New York-San Francisco, essayez de garder un petit peu à quoi ça ressemble en termes de trajet, 46 heures en voiture. Voilà, donc ça fait 550 allers-retours New York-San Francisco, donc il faut imaginer. Soit 2 536 765 km en voiture, soit 552 tonnes de CO2. Donc, ce qui est assez impressionnant pour entraîner et intégrer tout ce volume de données-là à une intelligence artificielle. Donc voilà, je me suis dit qu'en termes de kilomètres, c'était le plus facile de se représenter, même si encore une fois, se dire 550 fois ce trajet-là, c'est assez impressionnant. Donc voilà, vous avez aussi les sources sur les innovateurs, vous avez les différentes informations et les estimations des différents chercheurs qui ont fait ces calculs-là. Ensuite, je vais vous demander quelle est, à votre avis, la quantité d'eau utilisée pour entraîner ChatGPT. Donc là, ça va être plutôt pour refroidir les serveurs qui ont surchauffé pour faire tous ces calculs-là. Il n'y a pas de sondage, c'est en litres, et je vous laisserai mettre des valeurs dans le chat directement. Jérémy, on a juste une question entre-temps de Ronan qui nous demandait comment les calculs avaient été faits pour les allers-retours. Je ne sais pas si tu avais des précisions. En fait, il y a des chercheurs qui ont fait des tests sur des intelligences artificielles qui étaient un peu plus open source et sur l'impact que ça avait. Et ensuite, ils ont retranscrit ça par rapport au volume de données que le président de OpenAI a indiqué dans une interview de la BBC de mémoire. Et c'est comme ça qu'ils ont fait leur estimation d'impact sur l'entraînement de l'IA. Ok, ça marche, merci. Et du coup, entre-temps, on a eu quelques réponses dans le chat. On a du 100 000 litres, du 500 000 litres. Il y a Vivien qui nous dit 50 piscines olympiques. Ah, j'ai pas fait en piscine olympique. Pour l'écart d'erreur, je ne sais pas. Il faudrait re-regarder l'étude. Elle est assez bien détaillée, mais vous pourrez la retrouver directement sur l'article présent en ligne.
Emmanuel qui nous dit 700 000. Ah bah voilà. Donc voilà, 700 000 litres. A priori, c'est la quantité nécessaire pour éteindre un réacteur nucléaire. Donc pareil, vous avez, la source, si vous le souhaitez. Et donc moi, quand je pense à 700 000 litres, je pense plutôt à ça, sur les serveurs de Microsoft, pardon, dans lequel ils ont des articles de blog sur, vraiment l'infrastructure, sur comment ils gèrent, ChatGPT et sur comment ils font pour, faire baisser la température de tout leur data center. Et voilà, ils font bouillir, pas mal d'eau, pour faire tourner cette intelligence artificielle-là et sûrement d'autres, qui sont pas encore bien visibles, mais qui sont en train d'être créés de plus en plus par d'autres entreprises. Donc là, on a vu, l'impact, en termes de ressources. Donc il y a la consommation d'eau, il y a de l'impact, électrique, de la ressource. On a aussi une implication humaine, comme je vous l'ai dit, sur l'entraînement de l'intelligence artificielle. Il a fallu la superviser. Il a fallu aussi, la rendre plus éthique, supprimer cette partie qui peut être, avec des contenus violents. Et donc ça a été un travail assez impressionnant et assez énorme, parce qu'avec tout ce volume de données qu'elle a ingéré, ben, il y a des choses qu'il fallait pas qu'elle, enfin des orientations qu'il fallait pas qu'elle prenne. On l'a vu avec, l'intelligence artificielle de Microsoft qu'ils avaient sorti sur Twitter, qui s'appelle Tay, il y a un petit moment et qui est devenu, raciste, assez rapidement en se basant sur les réponses, de Twitter, enfin des gens de Twitter. Donc il a fallu vraiment la contrôler, vérifier, en posant plein de questions et encore aujourd'hui, même quand on l'utilise, il y a une certaine supervision en fonction des mots, des questions qui sont posées. Vous avez dû avoir un petit message des fois, rouge qui indiquait que c'était peut-être un mauvais usage ou une mauvaise réponse de ChatGPT. Donc il y a encore des personnes qui contrôlent, ce que l'intelligence artificielle, produit. Et derrière tout ce travail-là, en fait, il y a des personnes qui ont été payées, $2 de l'heure, c'est une enquête du Time, qui explique un petit peu les différents contrats qu'ils ont eus avec, des prestataires externes pour, améliorer l'intelligence artificielle. Et voilà, entre le faible coût et tout le travail qui a été fourni et les impacts, de leur côté, ça a été assez compliqué et il y a aussi ça derrière quand on utilise ChatGPT. Il y a aussi un autre problématique avec l'entraînement, c'est, les biais. Les biais qu'on introduit dans les algorithmes, dans les IA, en fonction du dataset, enfin de la source de données qu'on transmet à une intelligence artificielle. Donc là, on a par exemple, une chercheuse, qui a voulu travailler sur des intelligences artificielles de reconnaissance faciale. Et quand elle a commencé à travailler, elle comprenait pas, son visage n'était pas reconnu, par l'intelligence artificielle qu'elle utilisait. Elle pensait que c'était un problème avec sa caméra, avec, mauvais usage de l'intelligence artificielle. Et puis à un moment donné, elle a mis un masque blanc et là, l'intelligence artificielle l'a reconnu. Donc ça, le problème, c'est que la source de données était principalement composée, de photos, d'hommes blancs. Il y avait moins de femmes, blanches aussi et encore moins de personnes, de différentes couleurs. Et donc, c'est un des problèmes qui a été mis en avant, le problème de biais qu'on introduit dans les intelligences artificielles. Il y en a encore plein d'autres, qu'on voit un peu moins. Il y a par exemple, apparemment une intelligence artificielle, qui est utilisée en Espagne sur les, violences conjugales, qui en fonction des questions qui sont posées, vont indiquer si la personne est réellement en danger ou pas. Enfin voilà, il y a pas mal d'intelligences artificielles qui apparaissent et qui introduisent des biais, que ça soit conscient ou inconscient. C'est assez dur d'être, complètement objectif, sur, le contenu qu'on peut intégrer à une intelligence artificielle et comment on l'entraîne par la suite à travers les questions et les réponses qu'elle nous fournit. Et voilà, c'était vraiment un gros problème, on peut dire surtout quand c'est une entreprise, qui la gère, là, par exemple pour OpenAI, où on ne sait pas trop quelles sont les personnes qui ont entraîné l'intelligence artificielle, enfin, quel biais, ils ont, de leur côté, en fait, et de ne pas l'avoir laissé à un large public.
de dire à l'IA qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est pas bon. Il y a effectivement le documentaire sur Arte sur l'IA qui est très intéressant sur ce sujet-là. Donc je vous ai mis le lien de la chercheuse qui a travaillé sur cette problématique des biais de l'IA sur la partie reconnaissance faciale. Ensuite, je vous propose de passer sur l'impact autour de l'usage de ChatGPT. Donc selon Statista, en 5 jours, ils ont atteint 1 million d'utilisateurs. Je vois juste qu'il y a une question, point critique du coup, sur l'idéologie attachée à l'entraînement. Ouais. Oui, oui, encore une fois, sur la manière d'entraîner l'IA, c'est une grosse problématique éthique, philosophique. Enfin, il y a plein d'enjeux autour de ça. Donc, uniquement en 5 jours, ils ont atteint vraiment un pic d'utilisateurs assez impressionnant et ça a continué encore et encore. Là, je ne sais même pas encore combien il y a d'utilisateurs qui ont utilisé l'intelligence artificielle et combien sont encore bien actifs. Quoi qu'il en soit, il y a des chercheurs qui ont fait des estimations sur ces valeurs-là pour avoir un calcul d'impact sur l'usage global de cette intelligence artificielle-là qui marche dans pas mal de langues en plus. On a Midjourney, qui est principalement sur Discord et qui est principalement aussi connu, pour lequel il y a eu un communiqué de presse le 9 mars qui indiquait qu'ils avaient plus de 1 milliard d'images générées sur leur outil, plus de 30 millions d'utilisateurs de Discord qui utilisent des intelligences artificielles différentes sur la plateforme, encore une fois. Il y a des intelligences artificielles autour du texte, des résumés, et principalement de l'image. Il y en a encore plein d'autres qui existent. Il y a Leonardo aussi. Enfin, il y a pas mal de choses qui tournent autour du Discord dans la partie intelligence artificielle qui génère des images. Et ça ne cesse de grandir. Donc, là, comme tout à l'heure, je vais vous poser la question de... Enfin non, là c'est un peu compliqué parce que c'est sur 1 mois en termes de kilowattheure, donc je vais vous donner la réponse directement. Donc là, l'idée, c'est de vous montrer que ça consomme beaucoup d'électricité. Un peu, encore une fois, vous pouvez penser à ces serveurs qui tournent avec de l'eau bouillante. Mais voilà, ça fait beaucoup d'énergie par mois et ça équivaut à l'utilisation électrique du Cambodge sur 1 an. Donc c'est assez encore impressionnant. Vous avez aussi les sources que vous pouvez retrouver dans le chat. En termes de matériel pour faire tourner cette intelligence artificielle-là par rapport au volume d'utilisateurs qu'on a actuellement, enfin qu'on a eu, parce qu'on n'a pas eu encore de nouveaux chiffres sur les utilisateurs sur ChatGPT. Mais en tout cas, pour fonctionner, ils ont besoin de cette carte-là, de chez NVIDIA, qui coûte suffisamment cher, 20 000 €, plus de 20 000 € la carte graphique, qui a une grosse puissance de calcul et tout un système autour du réseau de neurones. Et donc NVIDIA commence à bien remonter aussi en bourse et en valeur. Donc là, il y a un nouveau sondage, normalement, sur combien de cartes graphiques il est nécessaire pour OpenAI et Microsoft pour faire tourner ChatGPT actuellement. Et si vous allez sur le lien de l'article, vous aurez aussi la réponse avant. Alors, ça a commencé à voter là. On a une dizaine de votes. Et alors, on arrive entre du 20 000 ou du 2 000 cartes graphiques. Il y a 20 000 qui prend un petit peu le dessus. Ok. Donc, si vous voulez vous lancer dans une intelligence artificielle, vous voyez un petit peu en termes de budget Le ce qu'il vous coût. faut. Et voilà, si vous avez suivi d'autres webinaires sur tout ce qui est impact en termes de ressources informatiques, là où il faut aller creuser pour aller récupérer tous les minéraux et construire des ordinateurs, c'est assez impressionnant quand on lit à juste cette carte graphique-là qui doit être aussi impressionnante en termes d'impact et dont on n'a pas encore les informations sur ce qui la compose. Il y a Thomas qui demande une précision si c'est pour l'inférence ou le training. Si c'est pour...
De ce que j'avais lu, c'était vraiment sur la partie, usage et pas pour la partie, entraînement. OK. Donc voilà un petit peu, le nombre de cartes graphiques. Donc c'est assez colossal et ça représente un certain coût, sur, l'infrastructure de Microsoft qui a été estimé, à 700 000 $. Hem, voilà, donc pareil en termes de ressources électriques, pareil, ça demande pas mal de de prise et d'énergie pour faire alimenter, toutes ces cartes graphiques. Donc on en vient un peu à comment on peut réduire l'impact de l'intelligence artificielle. Déjà on peut la débrancher, non on peut pas. Mais on peut déjà faire attention à notre usage. Donc un petit peu ce qu'on dit avec les vidéos sur YouTube, avec les vidéos mignonnes de chats. L'idée, c'est de ralentir son usage, même si là, on l'a quand même plutôt bien testé pour voir un petit peu, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec l'intelligence artificielle. Mais maintenant qu'on sait qu'il y a un fort impact, de l'utiliser vraiment à bon escient et quand on en a réellement besoin et pas, je sais pas, générer des choses un peu moins nécessaires et utiles. Donc vraiment de limiter, que ça soit sur ChatGPT, sur la génération de contenu ou sur Midjourney encore plus, avec la génération d'images où on n'a pas suffisamment de chiffres actuellement. D'autant plus que les entreprises qui sont derrière ça sont vraiment pas transparents, sur, l'énergie consommée et sur ce qu'ils ont eu besoin de faire pour arriver à ce résultat-là. Il y a aussi la question d'adapter, ces prompts, enfin les questions qu'on pose à ChatGPT pour sortir de ces biais-là. Parce que même quand on va poser des questions à ChatGPT, on introduit aussi des biais. C'est-à-dire qu'on va orienter, sans le faire consciemment, exprès, des éléments de réponse à ChatGPT, que ça soit une question qui est plus, négative ou positive, que ça soit sur les opinions politiques ou, sur des façons de penser, sur des posts qu'on peut mettre sur LinkedIn ou et cetera. Donc de bien faire attention à comment on pose les questions, parce que de un, ça va nous sortir des réponses avec ces biais-là. Après, c'est peut-être voulu, en fonction de ce que va en faire, mais ce qu'on fait avec les intelligences artificielles permet aussi de les entraîner, par la suite. Et donc on contribue un petit peu à son orientation, parce que forcément, si on a un volume de questions et de réponses assez important, peut-être qu'ils vont l'intégrer directement dans ChatGPT ou dans Midjourney. Donc on a vraiment cette manière de comment on l'utilise et il y a aussi une option qui a été rajoutée grâce au RGPD, grâce aux différentes actions qu'il y a eu, au niveau européen principalement, pour faire appliquer, ces questions de réglementation de la vie privée et des données personnelles. Dans les paramètres de ChatGPT, vous pouvez désactiver l'historique. Alors ça peut être embêtant pour vous, je suis d'accord, mais vous pouvez désactiver l'entraînement. C'est-à-dire qu'ils vont supprimer, les informations que vous avez données à ChatGPT. Donc ça peut être, des informations aux clients pour, rédiger un mail, par exemple. Ça peut être, des articles où vous voulez transformer un article en post LinkedIn. Voilà, tout ça, ça va permettre avec cette option, enfin c'est censé, supprimer les informations et éviter, que ça l'entraîne. Vous pouvez bien entendu exporter vos données et supprimer, votre compte. Ça, c'est pareil, c'est l'application du RGPD, mais là, le principal, effet qu'on peut vraiment, faire pour limiter son impact, c'est vraiment de désactiver cette coche de l'historique, du chat et de l'entraînement, quitte à exporter, sa conversation à chaque fois qu'on utilise ChatGPT. Ensuite, si vous avez un site web, que ça soit pour votre entreprise ou même pour vous-même, vous pouvez désactiver, la récupération d'informations par, ChatGPT. Donc là, c'est un fichier qui s'appelle robot.txt, qui, permet d'indiquer quels sont les robots que vous autorisez à parcourir votre site web. Vous pouvez dire, par exemple, à Google de ne pas parcourir votre site web. Ça peut être embêtant pour votre référencement, mais vous pouvez aussi bloquer, ChatGPT. C'est-à-dire que là, sur la version 4 de ChatGPT, vous avez des plugins où vous pouvez connecter à internet ChatGPT et récupérer des informations. Voilà, ça c'est un moyen, en tout cas, dans la norme, du web,
de bloquer ChatGPT et de dire non, je ne te donne pas accès soit à tout le site, soit à telle et telle page. Donc pareil, ça évite d'alimenter encore cette surmachine, si vous ne voulez pas partager non plus votre contenu et que ça apparaisse dans la base de données de ChatGPT. Vous pouvez indiquer différentes pages aussi spécifiques que vous ne voulez pas qu'ils soient présents. Voilà. Après, ça peut poser aussi des questions sur la partie référencement, SEO, quand on voit qu'il y a Google ou il y a Bing qui intègre de l'intelligence artificielle pour reproduire des réponses. Donc voilà, encore une fois, c'est de l'arbitrage à faire en fonction de vos entreprises et de vos enjeux. Ensuite, il y a des problématiques légales. C'est-à-dire que lorsqu'on va poser une question à ChatGPT et qu'elle va nous fournir une réponse, que ce soit même pour créer du code informatique, puisqu'elle sait bien le faire aussi, qui a la propriété intellectuelle de ce qu'elle fournit? Est-ce que c'est ChatGPT qui a sa propre propriété intellectuelle par rapport à ce qu'elle nous génère? Pareil pour Midjourney, est-ce que les images que Midjourney crée appartiennent à Midjourney? Ou est-ce qu'elle appartient à l'entreprise qui a fait Midjourney? Est-ce qu'elle appartient à la personne qui a écrit le prompt, enfin la commande qui a demandé à Midjourney de générer une image? Est-ce que ça appartient aux auteurs qui ont contribué à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que pour Midjourney qui s'est alimenté par des images et des œuvres, est-ce que une partie de l'image qui a été utilisée par l'intelligence artificielle pour générer la photo, c'est à cette personne-là qui a une partie des droits d'auteur? Enfin voilà, c'est une grosse question, une grosse problématique. Je crois que le gouvernement américain a dit que c'était plus pour la machine, enfin pour l'intelligence artificielle qu'avait la propriété intellectuelle. Voilà, donc c'est encore en cours de débat, il y a des choses qui se passent. Mais voilà, il faut faire attention à ça parce que si vous commencez à utiliser ChatGPT ou même d'autres éléments, enfin d'autres intelligences artificielles pour créer par exemple du code informatique, à un moment donné, on peut peut-être vous dire que non, ce code-là ne vous appartient pas, qu'il faut payer des royalties, enfin des droits d'auteur à l'entreprise en question. Voilà, sachant qu'il y a par exemple un développeur qui a réussi à prouver qu'il y avait Copilot, qui est une intelligence artificielle pour créer du code informatique intégré dans les logiciels, enfin dans les outils pour développeurs. Il a prouvé que l'intelligence artificielle a ressorti exactement son code source, parce qu'il a développé un truc assez précis sur GitHub qui était en open source, mais qui indiquait qu'il fallait qu'on le mentionne si on utilisait son code. Et donc, l'intelligence artificielle a reproduit sa ligne de code et son commentaire associé. Et donc, il a porté plainte et il y a vraiment cette question autour de à qui appartient en fait le code qui est généré. Pour Microsoft et pour GitHub, c'est à la personne qui reçoit le code source de mentionner que ça appartenait en fait à la personne qui avait créé le code source sur GitHub à la base. Donc voilà, il y a vraiment des enjeux qui sont en cours et qui ne sont pas encore définis et qui posent quand même pas mal de problèmes. On a eu aussi l'histoire avec Samsung, qui, eux, travaillent sur des innovations, qui travaillent sur des brevets, sur des trucs assez futuristes. Et leur équipe de développement a eu un problème autour de code source, ont eu des problématiques de langage, de manière de développer. Et donc, ils ont filé une partie du code source à ChatGPT pour avoir de l'aide et trouver une solution. Et donc, ils ont transmis des données confidentielles et importantes pour la société et des données qui vont être utilisées pour réentraîner ChatGPT pour une nouvelle version potentiellement. Et donc, sur cette nouvelle version-là, on pourrait poser la question à ChatGPT, quels sont les nouveaux brevets sur lesquels Samsung travaille? Ou quels sont les morceaux de code source sur lesquels Samsung a eu des problèmes? Et donc, on pourrait donc avoir des fuites de données de cette manière-là. Ils ont eu aussi un autre problème où, en fait, quand ils font des réunions, apparemment, ils ont besoin de faire des conversions, enfin des comptes rendus sous la forme de PowerPoint pour chaque réunion. Et donc, ils ont utilisé des intelligences artificielles qui transféraient la parole en texte, et ils ont utilisé ChatGPT pour faire des résumés de ces réunions-là à partir de notre intelligence artificielle-là, pour après les retranscrire dans des PowerPoint, des réunions confidentielles. Et donc, pour parer à ça, Samsung a dit qu'ils allaient travailler sur une intelligence artificielle en interne
Mais voilà, c'est encore d'autres pistes de problématiques qu'on peut avoir en entreprise. Alors du coup, on a Laurent qui fait une remarque intéressante. Du coup, chez le client dans lequel, chez qui il travaille, Laurent, ChatGPT a été bloqué justement pour des OK, raisons de protection, des données. super. Bah, voilà. Donc Une au moins solution. il y a déjà une entreprise, enfin peut-être sûrement d'autres entreprises qui ont C'est pris pas la acte. première fois que j'en entends parler, donc je pense que ça commence à OK. mmh. Il y a aussi, l'IA Act, qui est en train d'être, travaillé au niveau européen, qui, classifie, l'intelligence artificielle autour de 4 niveaux de dangerosité. Donc il y a minimal, limité, élevé et inacceptable. Si une intelligence artificielle atteint le niveau inacceptable, elle a un refus catégorique d'être utilisée, en tout cas sur le territoire européen. Ensuite, il y a différentes normes, que vous pouvez retrouver, sur le site, de l'Union européenne. Je vais vous le rajouter sur le chat parce que celui-là, je ne l'avais pas transmis avant. Voilà, je laisse regarder. Mais voilà, il y a vraiment des choses qui se passent et qui sont vraiment en cours et qui devraient sortir prochainement. Il ne faut pas oublier d'appliquer le RGPD, c'est-à-dire d'être transparent sur l'usage d'intelligence artificielle. Donc si dans vos applications web, sur vos sites web, vous utilisez une intelligence artificielle, il faut le préciser à vos utilisateurs parce que voilà, ça reste un prestataire externe. Il faut l'indiquer qu'il y a un traitement qui est fait au niveau de votre donnée et qui est envoyé à un tiers et qu'il faut que le client soit d'accord avec ça. Donc voilà, même avec le RGPD et la réglementation actuelle, il y a des choses à faire et il y a un devoir d'informer et de faire aussi attention à ce qu'on fait même, en dehors de ça. Si vous avez vos bases de données clients et que vous souhaitez écrire des mails personnalisés, bah, il faut avoir l'accord du client pour transmettre des informations confidentielles à ChatGPT, par exemple, pour lui réaliser un mail personnalisé. Donc il y a plein d'applications où il faut faire, vraiment très attention et d'impact qu'il peut y avoir, par la suite, parce qu'on pourrait entraîner ChatGPT avec ces données personnelles-là aussi. Il y a aussi, l'histoire avec l'entreprise, Coco, qui est américaine, qui, permet d'aider des personnes qui ont des soucis, dans leur vie ou qui se posent des questions, enfin voilà. En gros, ça se passe sur Discord. Ils peuvent, échanger avec des personnes humaines sur leur état, sur leurs problèmes, voilà. Il y a eu pas mal de choses qui sont sorties aussi pendant la période du covid. Le fait est qu'ils ont branché, leur système de conversation avec ChatGPT et en gros, ils ont permis aux personnes humaines qui échangent avec des personnes qui ont des soucis, d'utiliser directement ChatGPT et donc d'alimenter ChatGPT avec les problématiques des personnes et de leur fournir des réponses. Donc dans un premier temps, les retours étaient plutôt positifs de la communauté des personnes qui avaient des difficultés, mais on la société ne les avait pas prévenus qu'il y avait ChatGPT derrière. Et quand ils l'ont su, bien sûr, ils étaient très, très mécontents et ils ont remarqué qu'il n'y avait pas d'émotion, enfin voilà, que c'était vraiment différent et dégradé, d'une relation humaine, mais qu'en même temps, c'était beaucoup plus objectif. Tout ça pour dire que, encore une fois, il faut être vraiment transparent sur les usages et bien avertir les personnes quand vous utilisez une intelligence artificielle, qui communique, avec eux. Je vous ai mis aussi la source, de de ça et d'autres dérives qu'on peut avoir autour de la partie, psychiatre et psychologue avec les intelligences artificielles où il y a pas mal de sociétés qui travaillent sur ce sujet-là. Voilà. En termes, d'accessibilité, ça c'est plutôt un impact qui peut être positif, autour de l'intelligence artificielle et de la reconnaissance, en termes d'environnement visuel et de reconnaissance vocale. Ça peut aider beaucoup de monde qui ont des difficultés, là-dedans et qui sont un peu délaissés, sur le numérique parce que voilà, il y a pas tout le monde qui s'occupe de ces enjeux-là. Mais pour autant, c'est pas, la solution à appliquer par défaut. C'est important de le faire, une fois pour toutes, enfin, de prendre l'habitude de le faire sur vos sites, vos applications, même sur vos posts LinkedIn. Il y a la partie, texte alternatif sur nos images. Et voilà, et il faut pas utiliser forcément l'intelligence artificielle par défaut, parce que voilà, on peut lui demander plusieurs fois de faire le même traitement, alors que nous, on peut le faire nous-mêmes directement et la réponse sera encore mieux et plus personnalisée. Mais en tout cas, c'est un avantage pour, ces personnes-là qui ont des problèmes d'accessibilité et qui ne trouvent pas de solution.
Et je voulais aussi vous parler d'un autre élément sur, un peu ce qu'on disait sur la partie biais, qui peuvent être introduites par les grosses entreprises privées. Là, apparemment, il y a eu une note auprès de Google, qui pense que c'est l'open source qui va gagner par rapport au monde de l'intelligence artificielle. En fait, ils ont remarqué que, les modèles, disponibles en open source montaient rapidement en compétences. Là, on voit que Llama, donc c'est la version open source d'une intelligence artificielle de Meta, Facebook, qui a été publiée pour une communauté de chercheurs et puis après qui a fuité un peu plus en mode open source, qui a été encore alimentée par d'autres chercheurs qui ont été un peu plus entraînés, qui ont vachement augmenté en 2 semaines leur niveau de compétence par rapport à Bard et à ChatGPT. Et ensuite, 1 semaine après, il y a eu Vicuna, qui aussi a eu pas mal de bonnes réponses. Enfin voilà, tout ça pour dire que du côté de l'open source, ça avance vite, ça intéresse beaucoup de monde. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un jeu de données encore plus ouvert et d'entraîner l'IA avec beaucoup plus de monde et voilà, être un peu plus transparent. On a Open Assistance, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, dont l'objectif est vraiment de faire en sorte que tout le monde puisse contribuer à l'entraînement de leur intelligence artificielle. Donc il y a une partie où on peut contribuer en posant des questions. Ensuite, il y a la partie où nous, contributeurs, on écrit la réponse à la question. Il y a aussi la partie où on évalue les 2 parties, c'est-à-dire qu'on évalue la question en disant: «Oui, c'est une bonne question». Il y a la partie où on évalue la réponse de la personne et donc tout ça, ça permet d'entraîner une nouvelle intelligence artificielle qu'ils sont en train de faire avec Open Assistance. Il y a, ensuite, ils posent des questions à l'intelligence artificielle aussi pour voir si les bonnes réponses sont bien présentes. Enfin voilà, ils font vraiment le processus de bout en bout pour que tout soit ouvert et qu'il y ait le moins de biais possible. L'IA est disponible en différentes langues, l'interface aussi, pour que vraiment tout le monde puisse collaborer sur cette nouvelle intelligence artificielle enfin, sur ces nouvelles intelligences artificielles, puisqu'il y en a plusieurs qui apparaissent au fur et à mesure du temps. C'est ce qui permet de conclure cette présentation. Merci pour votre attention. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des pistes, que ça soit des pistes de réflexion sur l'impact et d'y penser quand vous allez utiliser des intelligences artificielles, ou que ça soit sur l'usage, sur la sobriété, sur comment mieux les utiliser.